Mesdames et messieurs, bienvenue. Le webinaire commencera dans un instant. J'invite Audrey Ducharme, présidente de CFA Montréal, à prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous en cette deuxième édition de cet événement qui est vraiment au cœur de la mission de CFA Montréal, qui a comme objectif la réussite de nos candidats aux examens CFA. Et par ailleurs, c'est organisé en collaboration avec nos amis de CFA Québec que je salue. Et nous sommes heureux d'accueillir d'ailleurs une de leurs membres, Alexandra Tanguay, à titre de panéliste aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Laissez-moi, pour commencer, remercier le commanditaire d'aujourd'hui, sans qui l'événement ne serait pas possible, donc la CDPQ. Aujourd'hui, on espère que, évidemment, vous aurez des conseils utiles pour votre préparation. C'est 2000 candidats que l'on a à Montréal et pour qui on a développé depuis quelques années, en fait, une offre de service pour mieux vous soutenir dans votre parcours. Et je vous inviterai, en fait, à nous partager vos besoins, vos suggestions qui pourraient vous aider dans ce parcours CFA. On est toujours preneurs. En plus, avec la pandémie qui s'éternise, les complications que l'on sait que ça apporte à votre préparation, on espère vraiment que le webinaire d'aujourd'hui va vous aider dans votre préparation aux examens. Quelques mots sur le déroulement. Ce sera une discussion donc entre notre modératrice et les panélistes. Il y aura une période de questions à la fin, mais vous êtes invités en fait à vous poser vos questions au fur et à mesure en utilisant la fonctionnalité chat discussion de Zoom ou en levant votre main pour qu'on puisse activer votre micro. Ensuite, et ça se peut qu'on ne puisse pas prendre toutes les questions. On s'excuse à l'avance et on pourra y répondre par la suite si c'est le cas. Laissez-moi d'abord maintenant vous présenter la modératrice de l'événement d'aujourd'hui, Sandy Poiré, qui est vice-présidente au conseil d'administration de CFA Montréal, en plus d'être agente principale de placement à la division d'investissement du CN. Sandy, je te laisse la parole. Je te remercie beaucoup, Audrey. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de se joindre à nous sur l'heure du lunch. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette deuxième édition de l'événement pour les candidats. J'ai le plaisir de vous présenter nos 4 panélistes. Nous allons avoir Alexandra Tanguay, CFA, Alexandru Valtar, CFA, Dimitri Nana, CFA et Gabriel Tellier, CFA. L'événement se fera en anglais et en français, alors n'hésitez pas, lorsque vous utilisez la fonctionnalité chat, si vous avez des questions, soit de les écrire en anglais et en français, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. J'aimerais bien inviter maintenant nos panélistes à mettre leur caméra pour qu'on puisse tous bien vous voir. Bonjour à tous. Et commençons maintenant peut-être avec juste une petite courte présentation de chaque candidat, en commençant avec Alexandra. Merci Sandy. D'abord, merci à CFA Montréal, CFA Québec pour cette opportunité. C'est un panel que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé mon parcours là, avec CFA. Au niveau de ma présentation, donc je suis basée à Québec, Alexandra Tanguay. J'ai terminé le CFA 3 en fait en mai dernier. J'ai obtenu le titre cet automne et je suis gestionnaire de portefeuille pour RGP Investissement, donc une maison de fonds commun là, à Québec. Super, merci de se joindre à nous, Alexandra. Allons-y maintenant avec Alexandru. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Alex. J'ai obtenu le titre de CFA l'été dernier. Je juste viens de commencer de travailler chez Deloitte. J'ai travaillé en avant pendant beaucoup des années dans l'industrie aérienne chez Air Canada. J'ai aussi mon titre de CPA, mais avec le CFA, j'ai terminé l'année dernière. Parfait, merci beaucoup. Enchaînons avec Dimitri. Bonjour tout le monde, donc mon nom c'est Dimitri, donc un peu comme Alexandra et Alexandru, j'ai eu mon CFA donc cette année. Donc moi je travaille à la BDC, donc Banque du Développement du Canada, dans le département de gestion de risque et je travaille tout ce qui est risque de portefeuille. Merci beaucoup. Et finalement, Gabriel.
Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gabriel Tellier. J'ai aussi obtenu mon titre CFA cet automne. Moi, je fais de l'investissement dans les startups de technologie chez Desjardins Capital. Parfait, merci beaucoup à tous nos panélistes. Alors, on va y aller tout de suite de l'avant avec notre première question. On a environ 1 heure devant nous qu'on va pouvoir vraiment aider ici les candidats avec des questions de tout genre. Mais on va commencer peut-être avec une question un petit peu plus générale. Alors, comme vous venez tous de le mentionner, vous avez reçu votre titre CFA lors de la dernière année. Et j'aimerais que vous partagiez peut-être aujourd'hui votre plus grande surprise par rapport à l'aventure que vous venez de terminer et qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nos candidats ce midi? Je peux peut-être ouvrir le bal. Donc, comme la majorité d'entre vous, moi, ça a vraiment été la pandémie, là, donc j'ai vécu 2 reports. C'est sûr que c'est une situation extraordinaire, là, mais je dirais en général, une autre des grandes surprises que j'ai eues, c'est les changements de curriculum. Donc, si on attend une année avant de s'inscrire au prochain examen, ça peut quand même déstabiliser un peu qu'est-ce qu'on a en tête. Donc, voilà pour moi. Ben, moi, je pourrais continuer. Pour moi, ça a été vraiment, quand on parle d'aventure du CFA, c'est vraiment la diversité, la spécificité de l'examen, en fait. Du niveau 1 au niveau 3, c'est vraiment pas la même chose. Niveau 1, des concepts très généraux. Niveau 2, un peu plus détaillés. Puis niveau 3, c'est vraiment synthétiser l'information. Donc, c'est vraiment cette partie, comme tu dis, c'est une aventure. On apprend, on prend du plaisir qu'on a le titre CFA. Sur le coup, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais à la fin, vous vous rendez compte que vous apprenez beaucoup de choses, au fait. Super, très bon conseil, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter que vous voudriez partager? Oui, moi, je peux peut-être rajouter quelque chose. De mon côté, quand j'ai commencé le parcours, je m'attendais à faire ça d'une façon assez, non seulement short and sweet, mais je pensais vraiment surtout apprendre au niveau, OK, bon, on va apprendre la matière, on va apprendre sur la finance puis les différents trucs. Ce que je réalise maintenant, après l'avoir complété, c'est que je pense qu'au-delà de tous les acquis techniques, je pense que ce que j'ai encore plus développé à travers ce parcours-là, c'est tout le côté plus de soft skills, qui dit comment bien s'organiser, comment prioriser, comment organiser sa vie pour avoir du succès. Donc, toutes les choses qui font en sorte que tu es capable d'avoir du succès puis de passer ces examens-là, j'ai l'impression que c'est ça qui a été développé encore plus puis qui apporte une immense valeur ajoutée maintenant à mon profil puis à mon expérience. Super, et on va vraiment en discuter davantage dans les prochaines questions. Merci, Gabriel. Alexandro? Oui, même chose que Dimitri pour moi. Je pense que ça a été la différence entre les niveaux, niveau 1, 2 et 3. C'est sûr que tu dois ajouter ton méthode des études et c'est sûr qu'on va parler de ça. Mais c'est ça, le grand surprise, c'est les niveaux ne sont pas les mêmes choses. C'est sûr que c'est des investissements, c'est des finances, mais tu dois avoir des différentes approches pour les 3 niveaux. Et j'aimerais ajouter quelque chose vite fait, Sandy, c'est pour de vrai la discipline. Comme elle revient au point de Gabriel, c'est une certaine discipline. Quand on est aux études, on a souvent tendance à réviser au dernier moment. Avec le CFA, on peut se permettre de faire ça. Il y a des gens qui arrivent à le faire, mais en pourcentage, il faut vraiment être discipliné. Ça, je le dis clairement, commencer très tôt plutôt qu'attendre au dernier moment. Un très bon point. Je pense que c'est quelque chose d'important à mentionner. Le premier niveau est à choix multiple et souvent on se dit, bon, on comprend bien la cadence, on passe au niveau 1, ça va bien. Là, au niveau 2, c'est un choix multiple, mais c'est différent. Là, on se réussit à se réadapter à ce nouveau style d'examen et là, soudainement, au niveau 3, ça change encore le style. Fait que c'est vraiment toujours une façon, faut se garder très agile à pouvoir changer un petit peu notre façon d'étudier et je pense que la discipline est un sujet qui va vraiment revenir lors de nos discussions. Maintenant, si on enchaîne au niveau de la préparation, il y a énormément de fournisseurs qui sont disponibles pour aider au niveau de l'étude. On peut prendre soit le curriculum, on peut aller aussi avec des tiers parties. J'aimerais savoir quel outil et ou fournisseur vous avez utilisé pour étudier et pourquoi. Et si même, mettons, si vous voudriez peut-être parler un petit peu plus davantage, s'il y a quelque chose que vous avez étudié qui n'avait pas marché, ça serait bien de dire le pourquoi et qu'est-ce que vous avez utilisé en remplacement. Ça serait intéressant. Commençons avec Gabriel. Oui. Donc, moi, je m'étais fait recommander à la base, avant même de commencer les choisieux. C'est ce que j'entendais que tout le monde utilisait. Donc, j'ai utilisé ça pour le premier puis le deuxième niveau. Pour moi, ça a bien fonctionné pour les 2 premiers niveaux.
Ensuite de ça, pour le troisième, j'ai essayé avec les choiseurs, ça n'a pas marché. Il y avait quelque chose qui manquait pour moi. Fait que je me suis tourné du côté de Mark Meldrum. Mark Meldrum, en plus de fournir des classes online, des explications additionnelles, des exercices, il offre aussi des panels de questions, puis des explications un peu plus approfondies. Fait que je pense que ce qui est important de faire avant de débuter le parcours, c'est de faire un assessment de ses propres connaissances, d'où on en est. Je ne pense pas que tout le monde a les mêmes besoins. Il y a du monde qui ont déjà pas mal tous les acquis, puis maîtrisent déjà quasiment toute la matière, juste de par leur expérience académique et professionnelle. Donc, peut-être que juste utiliser des petits résumés comme choisir, c'est assez. Il y en a d'autres pour qui il va y avoir plus d'apprentissage à faire. Pour ma part, moi, j'ai un profil qui est très corporate finance. Donc, level 1, level 2, ça s'est bien passé. Level 3, il manquait quelques acquis où est-ce que j'avais besoin de plus que des résumés. Donc, Mark Meldrum a pu me provide ça. Je pense que ce qui est très important, c'est de dire, avant de choisir sa propre source, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Si on pense qu'on va avoir besoin d'un peu plus d'explications, choisir peut-être un package qui est un peu plus exhaustif, qui donne accès à soit des personnes ressources ou à des forums de discussion qui permettent d'aller chercher cette ressource additionnelle-là. Ce que j'ai bien aimé de Mark Meldrum aussi, c'est que les prix sont extrêmement raisonnables. Je pense qu'on parlait d'un comme $400 pour le package au complet, incluant plusieurs mocks, puis la plateforme en ligne, alors que Choisir, pour leur whole package, on parle de, je pense, en haut de $1,000. Fait que ça aussi, c'est des choses à prendre dans la balance. Mais je dirais que pour certains, c'est too much, pour d'autres, c'est pas assez. C'est vraiment important de faire un bon assessment personnel de où est-ce qu'on en est, puis ensuite de ça, de choisir. Fait que c'est un peu ça pour moi. En Chériret, du côté de Québec, on a aussi la chance d'avoir un excellent cours préparatoire pour le niveau 1. Séminaire, là, que ça s'appelait dans le temps. Donc, on voyait toute la matière, puis l'examen avait lieu 1 mois ou 2 après. Donc, ça, c'était excellent. Moi, je renchéris sur ce que Gabriel a dit. On apprend à se connaître aussi. Puis même pour la majorité d'entre vous, vous avez un baccalauréat déjà fait ou des études, donc vous connaissez. Moi, j'ai pris Choisir pour les 3 niveaux, mais je me suis aussi rendu compte qu'au niveau 3, il me manquait quelque chose. Je suis quelqu'un qui est très visuel. Moi, j'apprends en pratiquant. Donc, les vidéos de Mark Meldrum, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut seulement acheter les livres là, ou les topics qu'on souhaite. Finalement, moi, je les ai tous achetés, mais vraiment un boni. Puis Mark Meldrum recommande aussi d'écouter les vidéos en vitesse double. Il y aurait là, plusieurs recherches scientifiques qui démontrent que ça a un avantage aussi pour retenir l'information. Donc, voilà. Parfait. Alors, bien se connaître, je pense, ici, c'est pour répondre à la question d'Alexia qui était dans le chat. Quel package qu'on recommande, c'est vraiment, je pense, ici, d'y aller avec, il faut regarder nos besoins. Est-ce qu'on va utiliser un fournisseur 100% avec eux? C'est un mix de plusieurs. Notre façon d'étudier aussi, je pense qu'il est important de prendre en considération lorsqu'on va déterminer quel fournisseur est le plus approprié pour nous aider. Je pourrais ajouter également qu'à part mieux se connaître, au fait, ce qui arrive, c'est que moi, je dirais, j'utilisais le CFA Book pour de vrai, il est vraiment très détaillé. Donc, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, ce serait vraiment l'idéal, mais Choisir permet vraiment de pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Et aussi, j'ai utilisé Kaplan Masterclass, parce qu'avec les 2 reports, ce qui était vraiment bien, c'est vraiment un cours de 3 heures où le professeur arrive, 1h30, il passe dans la matière, 1h30 d'exercice vraiment du CFA, donc ça permet de se mettre directement en mode examen. Et puis, autre chose, je sais qu'on n'en parle pas vraiment, mais je sais qu'il y a le site 300 Hours qui permet d'avoir un planning, au fait. Un planning en ligne qui te permet de pouvoir, dès le début, planifier un peu tes révisions. Donc, un peu voir si je veux terminer mes révisions 1 mois à l'avance. Voici, il va te donner un peu. Tu peux carrément mettre tous les nombres d'heures que tu as mis et puis voir à peu près comment tu avances dans tes révisions et aussi comment avancent aussi tes résultats au niveau de tes mock examens. Donc, ça permet visuellement de pouvoir voir où tu en es, au fait. Parce que le risque qui arrive souvent, c'est d'arriver à 2 mois et de se rendre compte que je suis vraiment pas en avance et de commencer à paniquer. Donc, avec ce type de planning, ça te permet de voir un peu, je dois accélérer ou bien un peu réduire ma cadence. Et toujours penser que dans des révisions, il y aura toujours une période où vous êtes beaucoup moins efficace dans vos révisions. Donc, il faut toujours penser à se donner du temps, écouter son corps. À un moment qu'on voit que ça ne rentre pas, prenez un break au lieu de juste continuer à travailler dessus et puis ça ne va pas rentrer du tout, au fait. Parfait. Et un autre élément que je vais discuter, que Alexandrou t'avait apporté durant nos préparations, c'était par rapport à regarder le curriculum du comité, le curriculum du CFA, regarder les pourcentages qui sont alloués pour chaque
sections. Un point que tu avais amené, c'était par exemple économie, qui était vraiment une section qui va environ 5 à 10 c'est quand même très un gros morceau. Quand on regarde même les livres, même du CFA, c'est un gros morceau, le volume est long et il y a beaucoup de lecture. Et peut-être que tu voulais peut-être donner ici un commentaire et un conseil pour les candidats. Non, non, absolument, c'est ça. Quand j'ai commencé ce voyage pour le niveau 1, c'était ça. Il y a des sections et l'économie, c'est une de ça qui, pour les weights qu'ils donnent, beaucoup de matériaux que tu dois étudier. Et ça pourrait être très décourageant. Tu peux être dit, oh, mon Dieu, tu demandes tout ça pour moi, pour réviser, pour savoir. Et à la fin, c'est juste 5% ou 10%. Les conseils que j'ai ici, c'est ça. Tu ne dois pas te décourager, tu dois être très rigoureux et tu dois étudier ça, c'est sûr. Et juste pour ajouter quelque chose, pour les matériaux que j'ai utilisés, il n'y a pas une catch-all. C'est sûr que ça va dépendre de l'individu, mais pour moi, le voyage a été à peu près le même que Gabriel. Pour les niveaux 1 et 2, j'utilisais Schweitzer. Et après ça, pour le niveau 3, qu'est-ce que j'ai vu que ça n'était pas suffisant. Et j'étais sur Mark Meldrum aussi pour ajouter. J'ai étudié aussi Schweitzer, mais j'ai eu besoin de plus. Et on a une question ici dans le chat Frédéric qui se demande le ratio de temps on devrait passer par rapport à la lecture et les exercices ou le Q-Bank. J'aimerais peut-être entendre ici un ou deux de nos panélistes qui pourraient donner un conseil à Frédéric. Je pense que c'est difficile de mettre un chiffre exact là-dessus, mais si je peux dire, c'est qu'on ne fait jamais assez d'exercices. Trop souvent, on va passer, parce qu'il y a tellement de matière, on passe beaucoup de temps à lire, à relire, mais la réalité, c'est que la vraie compréhension et la façon de cimenter tes acquis, c'est vraiment en faisant des exercices. Donc, il faut passer au travers de tout, mais ensuite de ça, il faut mettre les bouchées doubles pour faire le plus d'exercices, le plus de marques possible, surtout si on n'est pas certain de bien maîtriser, c'est vraiment la seule façon. Donc, si je pouvais mettre un chiffre, je dirais quasiment que c'est 50-50. Je ne sais pas si les autres panélistes sont d'accord avec moi. Par rapport à ça, il faut vraiment différencier les exercices que tu as à la fin du CFA Book, les exercices pour faciliter ta compréhension, et les exercices mock exam qui sont des exercices à l'examen en fait. Parce que à la fin du book, ce que tu vas avoir, c'est des exercices pour mieux comprendre en fait. Mais lors de l'examen, très souvent, ce n'est pas le même type d'exercice que tu auras. Donc, il faut vraiment faire la différence et vraiment, comme a dit Gabriel, focaliser sur vraiment l'exercice que tu auras à l'examen en fait. Moi, j'ajouterais encore une fois de bien se connaître. Moi, pour ma part, j'ai passé pas mal plus que 50% du temps à faire des exercices. J'apprends en pratiquant. Je dirais aussi de sauter rapidement dedans pour tester les connaissances. Là. Puis, c'est sûr qu'à la fin, je pense entre autres au niveau 3, faire des exercices, mais aussi des exercices avec un chrono. Puis, les exercices écrits aussi là, pour la partie essai ou à l'ordi également. Oui, puis on avait une question aussi dans le chat par rapport à ça, comment on se prépare pour les examens au niveau 3, la partie écrite. Mais ça aussi, il y a encore plein de questions, de pratiques que vous pouvez utiliser de plusieurs fournisseurs pour se pratiquer. Je pense que le but, c'est d'en voir le plus possible. C'est ça qui va vraiment venir vous aider. Vous voulez vous mettre de plus de questions possibles pour ce niveau 3 particulièrement pour être capable au moins d'avoir une réponse à écrire puis pas vraiment être prise par surprise puis pas savoir quoi mettre comme réponse. C'est important parce qu'il y a beaucoup de points qui peuvent être alloués pour des points partiels durant la correction. Alors, le plus possible que vous pouvez en lire, le mieux que c'est, je pense, pour l'examen numéro 3. Si on saute encore un peu au niveau de la préparation, mais je pense qu'un autre élément crucial de l'étude et de la préparation pour cet examen-là, c'est vraiment la gestion du stress. Et Alexandra, j'aimerais particulièrement que tu nous partages ton expérience à toi. Oui, encore une fois, chaque personne a une approche différente par rapport au stress, mais je pense que il n'y a pas de recette miracle pour le CFA. C'est vraiment la rigueur et l'hygiène de vie.
Donc, le stress embarque là-dedans. Moi, de mon côté, je suis beaucoup dans gérer les contrôlables. Comme ça, s'il arrive des incontrôlables, puis Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs là, durant les dernières années, on vit beaucoup mieux avec ça. Donc, un plan d'études solide. Dimitri l'a abordé, mais il y a plusieurs ressources sur Internet qui peuvent nous permettre de le bâtir, de ne pas avoir peur d'avoir un plan A, B, C également, de l'ajuster en route s'il se passe des choses. Sinon, vraiment, le mois avant, hygiène de vie. Essayer de bien dormir, surtout niveau 1, aller voir un peu l'emplacement. C'est sûr que si c'est à l'ordinateur, c'est différent, mais vraiment gérer tout ce qui est contrôlable pour mieux faire face ensuite aux incontrôlables. Parfait. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui aimeraient ajouter, faire du pouce un peu sur ce qu'Alexandra vient de parler? Ben écoute, par rapport aux gestion de stress, pour de vrai, en gros, comme a dit Gabriel, c'est le CFA t'apprend vraiment en plus de tout ce qui est les skills, soft skills. Donc, gestion de stress, tu vas l'avoir aussi à l'examen. C'est sûr et certain que tu as ton plan d'études, mais quand tu travailles, ben, tu as des priorités au boulot, dans ta vie privée. Donc, ce genre de choses qui fait, comme a dit Alexandra, de vraiment comme au bout d'un moment, tu sais, moi, dans mon cas, moi, je visualise toujours, OK, je veux avoir mon CFA, voici mes objectifs. Et c'est sûr et certain que quand tu visualises, c'est plus facile de mettre des efforts dessus. Et puis, il faut savoir dédramatiser. Si tu rates ton examen, il n'y a pas mort d'homme. C'est difficile. Oui, c'est vrai t'as perdu une demi-année, mais il n'y a pas mort d'homme. Et puis, sincèrement, le nombre de personnes qui réussissent le CFA du premier niveau, du premier coup à chaque niveau, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Donc, il faut juste relativiser, se dire, au fait, au pire des cas, je vais juste recommencer et puis prendre sur les acquis de mon échec pour le réussir. Donc, il ne faut juste pas se mettre trop de pression. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que la meilleure façon de gérer ton stress, c'est de se préparer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à l'université, au cégep, ma technique d'étude, ça a toujours été crame à la dernière minute, fais tout, puis passe l'examen. Malheureusement, au CFA, ça ne fonctionne pas comme ça. On a beau être une personne qui est très intelligente ou avec une grande capacité cognitive puis d'apprentissage rapide. La réalité, c'est qu'il y a tellement de matière que c'est important de la synthétiser sur une longue période. Donc, pour ne pas arriver nerveux à l'examen, il faut avoir tout fait, il faut s'être préparé. Si on commence à faire des mocks 2 mois à l'avance, puis qu'on score des 80%, mais la journée de l'examen, on va avoir l'esprit tranquille, on va être confiant, on arrive en place sachant qu'on a bien fait. Par ailleurs, si on commence à faire des mocks une semaine avant, puis qu'on score des 40%, puis que ça monte peut-être à 50, 55, ton dernier mock, 24 heures avant l'examen, bien là, tu arrives à l'examen avec une pression parce que tu n'as pas eu le temps de te bien te préparer. Donc, gérer son stress, c'est prévoir à l'avance, c'est mettre le travail avant, faire le travail avant. Puis c'est vraiment ça qui permet d'arriver à l'examen focus, se dire, écoute, je suis prêt, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'aurais pas pu en faire plus, let's go. Oui, je pense que c'est vraiment important d'arriver à la journée de l'examen puis de savoir que vous avez donné tout ce que vous pouvez pour se préparer en vue de l'examen. Puis après ça, vous faites votre possible la journée de l'examen et vous allez prendre vos décisions par la suite quand vous allez avoir les résultats. Mais tu sais, comme on avait parlé un petit peu, c'est un marathon. Il va y avoir des hauts, des bas. C'est juste important de bien se préparer puis de faire son possible. Je pense que ça, c'est vraiment un des conseils qui revenait souvent de vous quatre. On va continuer de l'avant avec la prochaine question. Maintenant, on va aller en anglais, mais pour la prochaine question par rapport au travail-études. Alors, one of the biggest challenges of writing the exam is also to manage the work-study relationship. So what are some of the tricks that you put in place to be successful? I can go ahead. Just quickly. So I think here, obviously, I think at this stage, most of us will probably do the CFA, doing some type of part-time work or full-time. There's no question that I don't think you'll have full time to study for the exam. So at this point, my advice is definitely start early, and so that you give yourself a lot of time, so that you don't get to the exam just based on the last question on the stress. And I would say dedicate at least in the evening. This is what I've done. At least find at least 2 hours
So when you begin to study, you really study, not just maybe 3, 4, 6 months ahead. Put yourself at least 2 hours in the evening to start doing the material. And what I would say is also there is this benchmark that you need to study 300 hours. I think everyone is like, you need to put 300 hours, as if some people in more, some people in less. So definitely, I think you don't necessarily focus on benchmarks. Gauge your aptitude, gauge your technical skills, gauge what you know. Maybe you can leverage some of the work you've done, and some sections might be easy, and adjust accordingly your plan of study. I will add, you have to, vas-y. Okay, I will add, you have to manage expectation from your family and friends. It's really important, because if your friends and your family don't support you, it's going to be difficult to always to have to explain why I have to do the CFA, why I can't be there. So it's really important to manage expectation from your family. Also, if I can add, you know, it's a long journey. And obviously you're making a lot of sacrifice, because, you know, there's only 24 hours in one day. So if you want to sleep, you know, you might not have the social life that you usually have, and you might miss on some family time as well, because, you know, obviously work comes first. But what's something that's really helped me throughout my journey is to have like a buddy. You know, obviously you do CFA level 1, maybe, you know, 5, 10 people that do it. But when you're at level 3, maybe, you know, that number shrinks to 1. So having someone who you can, you know, either study with or just catch up on, hey, you know, where are you now? Okay, you're doing this, someone that you can ask questions to, or challenge yourself, or explain some concepts, you know, it might feel a little less lonely, and also might give you a certain pace, you know, so you're structuring yourself with someone, and then you keep up the pace. So when someone feels less motivated, you know, the other one can help, you know, enhance the mood or change. For me, it was a big factor of success at all 3 levels. Great advice. I think to have support all around you, friends, family, people that are studying or not studying, I think it's crucial that they're going to be your go-to people when the motivation sometimes is a little bit low. They can kind of bring you back up and help you continue. It's not always easy, but it's worth it. And it takes a lot of effort, a lot of sacrifice, but just tell yourself that everybody that writes the exam has to go through the same thing. So you're not alone. You might feel a little bit like this right now, because we're especially in a pandemic. You might feel more isolated from everybody, but everybody today, we're more than 200 candidates that are listening to this webinar, and everybody is in the same boat. So just keep on going, and CFA Montreal is also there to support you, whichever way you need. We'll try to do our best to help you throughout this journey. I would like also maybe to just add one comment that came out of our preparation, but was also one of the lesson learned was to respect the calendar. You know, it's something that you make your calendars and you really don't want to fall apart and, okay, you're behind 1 day or 2 days. But it's also important to give yourself, to give your body, to give your mind a break if you need to. There's nights that even if you were to spend that 2-3 hours you wanted to spend studying, it might not be worth it. And you might just be doing more harm than good. So just listen to yourself. If you need a break, take a break. You'll be stronger the next time you go back to study. Un autre, je pense que ça fait un bon lien, ça fait un pont avec ce qu'on vient de terminer de discuter, mais au niveau de l'endurance, la motivation. J'ai vu quelques questions aussi passer dans le chat par rapport à combien d'années ça vous a pris pour obtenir le titre du CFA. Mais je pense qu'ici, on peut tous se dire que l'échec, c'est vraiment une réalité du parcours CFA. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas passer les 3 examens la première fois, mais ce n'est pas parce que vous ne passez pas la première fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas la façon que vous n'êtes pas assez intelligent. Ça n'a aucun rapport. Ici, j'aimerais vous poser la question à nos panélistes. Comment on fait pour se ressaisir, pour être capable de faire une bonne introspection de nos études, de notre façon qu'on est allé de l'avant au niveau du processus pour notre préparation et de se restructurer pour avoir vraiment du succès par la suite et dans le but d'avoir le titre CFA?
Je pense que la clé de tout ça, c'est d'être capable d'être humble et honnête envers soi-même. On est tout seul à passer l'examen, puis on est la seule personne qui reçoit l'email qui dit si on passe ou on passe pas. Malheureusement, je l'ai reçu, ce email-là. Puis, quand tu arrives en juin, tu penses que tu as tout donné, tu es comme let's go. Puis là, tu arrives à l'examen, puis des fois, tu as le feeling, tu sais que hey, c'était pas mon meilleur. J'ai fait des mocks, que j'ai eu des meilleurs feelings, tout ça. Quand tu la reçois, tu reçois ta note, c'est sûr qu'il faut avaler le morceau. Là, fait il y a une période que c'est juste le digérer, réaliser que it wasn't enough or whatever. Mais c'est surtout de comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est dommage, mais CFA, c'est une grosse journey pour 6 heures ou 4 heures de performance. Donc, c'est une grosse préparation pour une toute petite période de performance. Fait que ça se peut qu'il y ait des choses qui soient arrivées, puis des fois, on pense qu'on le mérite, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de mérite, il n'y a rien. C'est une question de dire, si tu as mis le temps, tu as fait tout ce qu'il fallait, you're gonna get it for sure. L'examen n'est pas là pour te piéger, les questions sont fair. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas répéter les mêmes erreurs, de faire un assessment, de comprendre, de dire, écoute, j'ai pas mis les heures. Ou je travaillais trop, j'étudiais de 10 heures le soir à 1 heure du matin. Clairement, ce n'est pas des bonnes heures pour la rétention. Ou, tu sais, c'est vrai, je suis sorti une coupe de soir juste avant l'examen. Ou tu sais, il faut être honnête envers soi-même puis comprendre ce qu'on n'a pas bien fait, puis après ça, appliquer des changements. Puis je pense que tous les candidats ont vécu ça. Je connais aucun, puis je connais beaucoup de CFA. Je connais aucune personne qui a juste passé au travers du parcours en disant ah, c'était super easy, j'ai fait ça les doigts dans le nez, ma vie n'a jamais été impactée. Tout le monde a dû faire des choix à des moments, tout le monde a dû faire des sacrifices. Donc, tout le monde comprend ce que ça prend. L'important, c'est d'avancer, de ne pas répéter les mêmes erreurs parce que sinon, ça devient un cercle vicieux, puis à un moment donné, tu finis par abandonner. Mais quand tu mets les heures puis tu es vraiment motivé, c'est certain que tu réalises puis tu comprends les choix. La conciliation a toujours été difficile, mais mon examen vaut plus qu'une soirée au bar avec mes chums. La réalité, c'est qu'il va en avoir d'autres après. Puis fait que je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est de se poser les bonnes questions puis d'être capable d'honnêtement recevoir les réponses puis dire ouais, c'est vrai, j'aurais dû en faire plus. Ou peut-être que juste regarder des vidéos, pour moi, ça ne marche pas, il faut que je le lise. Ou c'est vraiment de se remettre en question. J'irai un peu dans le même sens que Gabriel, mais avant même de s'inscrire, se poser les bonnes questions. Pourquoi je veux le faire? Pourquoi je le fais? Parce que quand tu es dedans, tu n'auras pas le choix de te parler constamment, là, donc de te rappeler pourquoi tu continues. C'est sûr que quand tu as passé déjà le premier, là, ça devient plus facile mentalement, en tout cas, selon moi, mentalement, parce que là, tu as déjà mis plusieurs heures, donc tu ne veux pas lâcher. Et puis plus ça avance, plus tu te dis, il m'en reste seulement un, je donne tout. Mais vraiment se rappeler le pourquoi. Puis je pense que la plupart des gens qui s'inscrivent au CFA ont un grow mindset qu'on appelle. Donc, nous sommes des gens qui aimons apprendre, sinon on ne tenterait pas le CFA. Donc, vraiment basé sur toutes les connaissances acquises. Peu importe qu'il y ait un échec d'examen ou un échec, une journée, je fais des mocks, ça ne va vraiment pas revenir vraiment à la base. Et aussi, si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'il y a pour les nouveaux candidats maintenant, qu'est-ce que le CFA a fait, c'est que vous avez beaucoup de chances maintenant pour passer parce que c'est sûr je pense que c'est 2 fois pour le niveau 3 et le niveau 2 et 4 fois pour le niveau 1. Et c'est sûr qu'au niveau des motivations, ça va aider parce que quand je faisais l'examen les années dernières, si tu as eu un échec, tu devais attendre 1 année. Mais ça, c'est sûr que ce n'est pas motivant. Je pense qu'avec les nouvelles règles, ça va aider un peu pour si tu fails, c'est sûr que tu ne dois pas attendre beaucoup. Oui, non, bon point. On avait vraiment le temps de tout oublier le matériel au complet qu'on venait d'étudier pour recommencer pour l'examen de juin. Je vois le temps qui file, alors j'aimerais ça qu'on saute à la question qu'on avait ici au niveau de la journée de l'examen. Alors, what are some of the advice for the day of the exam? Like, what tricks would you tell the candidates here to make sure that they feel as comfortable as possible the day of the exam? I think the key here is to be prepared to whatever is going to come at you. The reality is that now, it's not one big room. Everybody gets the same experience. It's little rooms somewhere, it's different people that manage it. So you got to be ready for anything. Maybe, the room is going to be a little noisy. Maybe it's going to be hot. Maybe
the system might not work. This happened to a lot of candidates this year. So regardless of everything, you got to know that CFA, regardless if there's any technicality issue, whatever, CFA is gonna be fair with you, and you're gonna get your fair chance to do it. Now, for yourself, what you need to be able to do is be able to perform in any type of situation. So, if you're studying with noise canceling headphones in your little room all the time, maybe you should try to open the window when you study and have the noise around. Or I'm not saying that blast loud music, but be ready to have a little less than perfect environment. But the reality is that if you're focused on your exam, nothing will matter. You've been working for 4 months. You're there to perform. That's all your mind should worry about. And I think everybody here experienced a little bit of the same thing. But when you've put those hours, you're not gonna let yourself fail for a little noise or too hot room. I can add, you have to manage your emotion and unexpected events. Why? Because if you begin with your examen and the first question is not easy, you can go on. You don't have to be focused on, I missed the first question. No, you can go on. And the difficulty of the exam is for everyone. So if the exam is difficult for everyone, the mark will be low for everyone. So don't have to do, I'm not sure. You are on your exam, you have to perform and to do the best. Not to have to think about, I missed the first question, I missed the morning. No, you have to just to work and to perform on the best. And you're gonna think about it after when the result will come. No, that's really good advice. Just to add on to this, sometimes, and I mean, everybody's going to have questions that they find difficult. It might not be the same ones for everybody, but everybody's going to get to a point that they're not unsure about the answer. And I think that what's really important is that you make the best decision at the moment. And then once you make that decision, you move on. Because if you still continue to think about that previous question, then you might miss some questions that are considered easy for you and are free points where you could have been really quick and fast and save time to complete other questions that might take you a little bit longer. So I think, if it's a multiple choice, you eliminate the ones that you're kind of sure that it's not the answer. And then if you're stuck between one or two, you go with your gut. You make a decision and then move on to the other one and you stay focused. Okay, you forget about it. You made that decision. It's done now. Continue to go on, because I think one of the worst things that could happen is that you get stuck on a question and then you don't realize that the time continues in advance, and then you lift your head up and you realize you have 20 minutes to finish the rest of the exam, and then you're just in complete panic mode and you might just miss easy points there. Alexandru. Yeah, no, that's exactly right. Like, I mean, at the end of the day, when you get to the exam, let's say a day before, you might feel prepared, you might feel unprepared. At the end, don't think about, just enjoy, or at least try to go to the exam with an open mindset, and then all the valid points that you just mentioned. Don't try to, because then you'll just, I guess, sabotage yourself during the exam, and that's not good. Maybe if we kind of put everything together here, what are some of the lessons learned that you would like to share with the candidates today? And I would really like to take a little bit more time. You can answer in French and English, feel comfortable in whatever language, but if you had to share kind of your best lesson learned with the candidates today, or what they should come out of this webinar, what do you think it would be? Je pense que définitivement, c'est de... Puis je peux pas leur dire plus, c'est de se préparer à l'avance. Trop souvent, on pense qu'on est capable de cramer, mais la réalité, c'est que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis c'est en bien se préparant que tu peux gérer ton stress, que tu peux être dans un mindset qui te permet de ne pas manquer des choses, de ne pas être trop pressé. Je dirais aussi que c'est important de bien lire ce qu'on a devant nous. Trop souvent, on essaie d'aller vite. Tu sais, la réalité, c'est que c'est un examen, puis ça se passe vite, puis il y a beaucoup de questions. Fait qu'il faut que tu maîtrises. Pour maîtriser, il faut que tu pratiques, puis pour pratiquer, ça prend du temps. Donc, ça revient tout le temps à la même chose. Prendre le temps de bien se préparer, c'est ça qui va faire la différence entre j'ai fait le level 2 3 fois ou je l'ai passé du premier coup. Je dirais, faites attention à vous-même. Donc, on est rempli de biais.
Évidemment, ça se transpose dans notre étude, puis il y a des petits trucs pour contrer ça. Compter les heures, les vraies heures. Souvent, on estime, puis on se rend compte qu'on se lève plusieurs fois dans une journée où on va switcher sur le téléphone. Niveau 3, faites corriger vos réponses d'essai par des gens autour de vous qui l'ont déjà passé. Vous allez voir que c'est peut-être pas du tout les mêmes résultats qui sortent. Donc, vraiment, là, se méfier de notre plan, puis se faire challenger aussi si on a la chance d'avoir des gens dans notre réseau qui le font en même temps que nous ou l'ont déjà fait. J'ajouterais donc résilience, comme elle a dit, vraiment la résilience. Et puis, sincèrement, ne pas hésiter à se remettre en question au niveau des techniques de travail, ce qu'on utilise, vraiment se remettre en question. Parce que le fait de toujours avoir toujours le même process, avoir les mêmes résultats. Si ça ne marche pas, il faut changer quelque chose dans le process. Donc, vraiment avoir, comme a dit Gabriel, avoir l'honnêteté intellectuelle de pouvoir se remettre en question et de pouvoir changer les choses et d'écouter son corps, que ce soit la méthode de travail. OK, en ce moment, je ne suis pas trop bien, je prends un break. Ou bien au travail. Sincèrement, au travail, j'ai besoin de parler à mon gestionnaire pour lui dire que j'ai besoin d'un temps pour étudier. Il faut vraiment se connaître et puis vraiment ne pas hésiter à se remettre en question. Lorsqu'on voit que ça va vraiment pas bien, il faut juste faire un shift. Ne pas continuer parce que on va cogner le mur anyway. On my side, what I think I learned all throughout this journey is it's exactly that. You need to practice. Like, I mean, what I found is, and this is for the CFA in across the spectrum of degrees, is this is not a creative exam. Like, I mean, at the end of the day, they all, like the CFA, the way they've done it is they want something from you. Like, follow the grid line, follow the plan. Obviously, you need to work with yourself in terms of managing your family, your work, your motivation. But at the end of the day, you need to give what the exam wants from you. You don't have to. It's not a creative exam. It's not that they want you to innovate or do anything. It's just follow the books, follow the plans, follow all the materials that you have, and you will be successful. Et juste pour ajouter par rapport à ce qu'Alessandro vient de dire, vous pouvez avoir une expérience dans un domaine et puis c'est de la matière que vous connaissez et puis lors de l'examen, vous utilisez les termes, c'est pas ce que le CFA veut. Il veut vraiment que ce soit vraiment ce qui est écrit dans le CFA, donc le même process. N'utilisez pas, c'est sûr et certain qu'il y a des choses que vous connaissez dans votre travail qui sont peut-être vraies, mais c'est pas sur ça quand vous notez. Il faut vraiment comprendre, se mettre dans la tête de la personne qui va vous noter, qui a plein de personnes à noter. Elle a une grille pour les de notes, donc il y a des points qu'elle va noter. Donc, vraiment se mettre dans ce state of mind, en fait. Merci. Peut-être une dernière question avant qu'on saute aux questions qui sont sur le chat. On avait parlé brièvement que la section éthique, c'est vraiment important pour le curriculum du CFA et que ça peut aider parfois si on est comme un peu borderline pour passer. Si la partie éthique est une bonne partie, ça peut être faire que ça nous fait tomber et on peut finalement passer l'examen. J'aimerais savoir un petit peu la stratégie que vous avez faite pour étudier la matière. Est-ce que vous commencez au début à l'étudier, plus vers la fin? Comment vous faites ça? Je peux peut-être me lancer. Moi, j'avais lu beaucoup sur les forums, puis il y en avait pas mal qui conseillaient de terminer avec ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, je ne regrette pas. C'est la seule matière que j'ai lue à plusieurs reprises, là, et pas juste dans les résumés Schweizer, mais aussi dans les livres CFA. Puis la clé, c'est d'en faire. Pratiquer, 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 parce que c'est comme ça qu'on développe un instinct, puis on se rend compte souvent que notre instinct premier n'est pas bon. Donc, pratiquer. Si je peux rajouter, on a dit plus tôt qu'il fallait pratiquer avec d'autres choses que les end of chapter questions, mais la réalité, c'est que pour les questions d'éthique, pour les 3 levels, les questions end of chapter des livres du CFA là, sont excellentes. Puis couvrent beaucoup de cas, tous les cas pas mal différents. Donc, si j'ai un conseil, c'est de passer au travers à tous les levels. De toutes les faire. Il y en a en masse là, pour des heures et des heures de pratique jusqu'à temps pour se fine-tuner. Donc, le mieux, c'est d'en faire. La réalité, c'est que c'est un low-hanging fruit. Là. On parle de la difficulté à comprendre les produits dérivés, comprendre certains concepts d'économie, mais la réalité, c'est que comprendre c'est quoi le Mosaic Theory ou c'est quoi du insider trading, c'est relativement simple à saisir. Maintenant, c'est juste de bien comprendre comment c'est appliqué dans le CFA. Puis ça, c'est donné à tout le monde. Donc, si c'est pour faire la différence entre ton examen, c'est une section qui est, c'est low effort, high reward. Donc, moi, je recommande à tout le monde de passer le temps. Ce serait vraiment
c'est vraiment plate de dire « Hey, j'aurais pu passer cet examen-là, je n'aurais pas eu à le faire si j'avais passé peut-être quelques heures à le comprendre. » Donc, la section des livres du CFA permet vraiment d'avoir une compréhension globale puis de le passer. Puis ensuite de ça, si on pointe sur un petit détail, tous les forums, que ce soit Reddit ou le forum de Mark Meldrum, donnent accès à des discussions approfondies sur chaque et permet d'identifier ou de répondre à toutes les interrogations qu'on peut avoir. On est tout à fait d'accord avec Gabriel. Et puis, comme il dit, au fait, ce qui est bien avec l'éthique, c'est que l'éthique, c'est une matière qui est commune aux 3 examens. Donc, pour de vrai, quand tu vas relire dans le level 2, c'est sûr et certain que, oui, ils vont plus détailler, mais tu as déjà la base, l'éthique. Donc, c'est un peu plus, ça rentre un peu plus dans les détails. Level 3, on parle plus d'autres choses. Mais pour de vrai, comme il dit, moi, je révisais toujours au début et à la fin. Et comme tu dis, beaucoup d'examens. Et puis, dans le CFA Book, tu as plein de situations. Et comme dit Gabriel, il n'y a pas. En gros, l'examen, tu vas avoir à peu près la même chose que dans le CFA Book, mais avec quelques petits, on va dire, twists. Mais globalement, si tu as fait tous les examens du CFA Book, tu sais à peu près à 90% c'est quoi les cas qui arrivent. Inside trading, le fait de partir en voyage, est-ce qu'on doit payer ou pas tes frais, c'est les mêmes choses qui reviennent souvent en fait. Oui, très bon point. Puis je pense que c'est souvent une zone grise, hein, l'éthique. Alors, c'est pour ça que c'est important de vraiment en lire le plus possible pour savoir c'est quoi je ne vais pas dire la tendance, là, mais la meilleure option pour la réponse. Parce que des fois, on a une tendance à dire ah ben non, il a le droit de faire ça, puis d'être super linéaire. Ou ben non, on va dire ah non, on va être très strict, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Mais non, quand tu lis comme il faut dans le livre du CFA, tu as le droit de faire ces petites choses-là tant que tu discloses ou etc. Alors, je pense que le plus que vous allez en lire de ces questions-là, comme Alexandra mentionnait, vous allez avoir un instinct et cet instinct-là va vraiment payer la journée de l'examen parce que ça va vous rappeler à d'autres questions que vous aviez vues, puis vous dire ah oui, puis ça, me rappelle, j'avais une erreur là. Vous allez savoir exactement quel choix multiple choisir et vous allez peut-être même sauver du temps. Alors, ce temps-là va pouvoir être repris pour d'autres questions qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, je pense que c'est une bonne stratégie de ne pas prendre la portion éthique à la légère. Alors, le temps file et avance et j'aimerais qu'on saute parce qu'on est vraiment chanceux aujourd'hui. On a plein de questions qui est dans la fonctionnalité chat et j'aimerais vraiment qu'on réponde le plus possible aux questions de nos candidats. Et une question que j'ai vue peut-être à 2 reprises par rapport à la barrière linguistique. Alors, plusieurs personnes sur l'appel sont plus francophones et l'examen est en anglais et aimeraient savoir quel impact ça a été pour vous et comment peut-être des trucs que vous avez fait si vous êtes francophone, à écrire un examen et à étudier en anglais? Je peux peut-être commencer. Moi, je viens d'une région. J'ai siégé pour le niveau 1 très jeune, donc j'étais pas encore loin dans le bac. J'étais pas familière au terme en anglais encore. Je vous dirais que souvent, on a plus peur que c'est en réalité. Là, vous allez tellement pratiquer que vous allez naturellement vous approprier le langage, puis être confortable là-dedans. Là où ça peut être plus complexe, c'est au niveau de toutes les stratégies à retenir. Là, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller voir les traductions ou la sémantique. Puis souvent, on comprend d'où ça vient, donc la stratégie se retient très facilement par le nom, on comprend le lien. Je pense entre autres beaucoup aux stratégies en finance corporative plus absurdes, là. Mais c'est une valeur ajoutée aussi d'avoir le CFA en anglais parce qu'après, dans l'industrie, vous ne travaillerez pas en français. Là. Tous les lectures, les communications, c'est tout le langage anglophone qui est utilisé. Donc, il faut foncer quand même et se faire confiance. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres peut-être conseils par rapport à la langue? Non, pas vraiment, comme a dit Alexandra. De toute façon, si je veux travailler dans le domaine, il faut anyway que tu sois à l'aise parce que toute la littérature est en anglais. Donc, et puis, c'est pas si compliqué que ça. Le CFA, sincèrement, c'est pas si compliqué que ça. C'est après peut-être au niveau 3 ou même le niveau 3 où il y a une partie essai. Tu le sens pas. Vraiment, c'est des bullet points. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de la littérature anglaise pour de vrai. C'est des bullet points. Tu vas faire tout de pointe. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Oui, puis peut-être un petit truc, je sais qu'il y a peut-être point de monde sur l'appel ici qui sont par rapport au niveau 3, mais tu sais, un peu comme Dimitri avait mentionné, mettez toujours dans les souliers de la personne qui va vous corriger. Vous voulez mettre ça le plus facile possible pour qu'il trouve les points pour vous donner, dans le fond,
tous les points possibles pour la question. Alors, bullet point, c'est vraiment une façon facile. Vous n'avez pas besoin d'écrire un roman, là. Mettez ça vraiment clair en bullet points, avec les mots que le CFA utilise, une conclusion, si vous voulez, de qu'est-ce que vous essayez de dire. Parce que dites-vous toujours que la personne qui va corriger, souvent, ce qui arrive, c'est que, mettons, cette personne-là corrige juste les questions 2, la question numéro 2. Fait qu'elle, toute la journée, elle fait juste voir des questions numéro 2. Fait qu'elle cherche vraiment des mots-clés dans vos réponses. Si vous êtes capable de mettre ça encore plus à l'avant, puis qu'elle peut les trouver facilement, puis comprendre qu'est-ce que vous essayez d'expliquer, alors vous allez avoir le plus de points possible. Alors, je pense qu'il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues qu'il n'y en a pas. Vous allez être capable très bien de vous en sortir. On l'a tout fait. Alors, lâchez pas, vous allez être capable. Une autre question qu'on a qui revient beaucoup, c'est par rapport au niveau d'heures que vous avez étudié ou d'heures par semaine ou par jour. Comment que vous avez divisé votre temps? Est une question que je pense que beaucoup de gens aimeraient ici qu'on réponde. Je pense que il faut être réaliste. C'est beau d'avoir des bonnes intentions puis de dire hey, je vais étudier 16 heures aujourd'hui ou 12 heures. Mais la réalité, c'est que c'est impossible de retenir, d'être productif sur une longue période. Donc, je pense que c'est important de break down ça, de réaliser que après 2 heures, ça ne sert à rien de continuer. Je fais mon 2 heures, je vais peut-être faire un workout, j'en reviens, je fais un autre 2 heures. Ou si on est capable de faire les 4 heures aussi, ou de réaliser qu'il y a certaines périodes dans la journée, ça ne fonctionne pas. Si j'étudie après 11 heures le soir, je n'apprends rien. Donc, je pense que c'est d'être honnête envers soi-même, d'être conservateur sur le temps, puis de s'allouer dans sa planification une certaine flexibilité. C'est de dire, OK, je vais faire 3 heures par jour à tous les jours. La fin de semaine, je vais faire 6 heures par jour. Mais je planifie aussi qu'il y a peut-être, je ne sais pas, dans le 4 mois ou 5 mois de planification, il va peut-être avoir 5 ou 10 jours où est-ce que je ne vais pas étudier, puis que ça va être flexible. Ça, c'est des affaires qui vont arriver. Ah, j'ai eu un meeting, je n'ai pas pu le faire, ou j'ai un truc familial. Donc, tu sais, de vraiment mettre le temps, puis je sais que c'est difficile, puis moi, j'avais de la difficulté à faire au début, mais de bien établir un plan structuré là, qui permet d'avoir une certaine flexibilité dedans, ça va non seulement alléger un stress, apporter une confiance envers le parcours qu'on fait. Que quand tu commences, puis tu ouvres la première page, tu dis il reste 8 livres à lire, mais de se laisser la flexibilité pour avoir un parcours puis qui va évoluer avec le temps, avec certaines contraintes, je pense que c'est vraiment la clé. Je dirais peut-être même aussi de partager cette cédule-là avec vos proches. Comme ça, eux aussi, ils sont au courant d'OK, ben, ce soir, Gabrielle étudie, puis samedi, je vais avoir du temps si je veux faire quelque chose. Fait que je pense que tout le monde va être sur la même page. Moi, j'ajouterais peut-être, Sandy, il y a beaucoup de recommandations. Là, on parle beaucoup du 300 heures. Moi, dans mon cas, pour gérer le stress, justement, je visais toujours un peu plus. Donc, des périodes que ça allait un peu moins bien, j'avais un lousse dans mes heures. Le communiquer aussi à l'employeur très clairement. C'est pas vrai qu'on est aussi frais et dispo que quelqu'un qui n'est pas en train de faire le CFA. Là. Puis garder une routine. Moi, je ciblais un nombre d'heures par semaine comme ça. Si une journée, je ne pouvais vraiment pas les faire, je ne me tapais pas trop sur la tête, là, je pouvais rattraper dans ma semaine. Puis je dirais se garder un moment aussi, que ce soit le vendredi soir, une journée la fin de semaine, les premiers mois. Là. C'est sûr qu'à la fin, c'est plus difficile, mais vraiment garder un moment pour que le mental puisse décrocher là où on n'étudie pas. Peut-être en lien avec ça, on avait d'autres questions ici de Jean-Michel par rapport à quelle stratégie adopter un mois avant l'examen, selon vous, quand on étudie seul pour optimiser sa révision? Je pense que souvent te dire les mocs, hein. Si tu as pu finir de voir la matière, ça va être les mocs. Et puis le but du mock, c'est sûr et certain, c'est d'être sincère avec toi. Surtout au niveau du niveau 3, tu dois, au niveau des essais, mais au niveau level 1 et 2, c'est des QCM, donc c'est plus facile, mais c'est vraiment être sincère, voir, OK, là où j'ai pas performé, et repartir regarder la matière, bien la comprendre pour maîtriser. Et surtout de faire le mock dans les conditions, pas de faire le mock en 5 heures. Tu fais le mock dans les conditions pour savoir comment le faire et être vraiment sincère et puis réajuster au fait tes révisions par rapport à ça. Moi, ce que je pense. Je rajouterai quelque chose par rapport à ça, c'est que les mocks, là, ça va être un benchmark. Le premier mock qu'on fait est un benchmark sur OK, qu'est-ce que j'ai retenu de l'étude, puis où est-ce que j'ai besoin d'approfondir. Donc, c'est important d'en faire assez à l'avance pour se donner le temps
d'être capable d'ajuster le tir. Si tu fais un mock 5 jours avant ton examen, ben, chances are, ça ne se passera pas au niveau que tu penses, puis tu n'auras pas assez de temps pour corriger le tir. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de faire des mocks, faire ton premier mock 8 semaines avant l'examen. Clairement, ton étude n'est pas finie, puis chances are, ce ne sera pas le meilleur de tes résultats. Il risque d'être pas mal en dessous de ce que tu vas vraiment faire. Mais ça va quand même te mettre un petit stress, puis ça va commencer à identifier des zones où est-ce que tu es plus faible, puis des zones où est-ce que tu es plus à l'aise, puis où est-ce qu'il faut que tu renforces. Fait qu'à partir de là, c'est de faire peut-être un mock à une certaine période, que ce soit aux 5 jours, à chaque semaine, puis de continuer comme ça jusqu'à l'examen. Comme ça, c'est tout le temps, OK, je fais un mock, OK, j'identifie des zones où est-ce que je suis pas fort, OK, je révise ces affaires-là, je fais plus d'exercices, je recheck une vidéo là-dessus. Après ça, je me prépare, là, je refais un autre mock. Puis généralement, ce qu'on voit, puis c'était ça dans mon cas, c'est ça dans le cas de pas mal tous les gens avec qui j'ai pu étudier, c'est que de mock en mock, tu bâtis comme ça. Puis à un moment donné, tu arrives à un stade où est-ce que c'est comme, bon, mais ça fait 4 mocks que je fais, où est-ce que j'ai une note qui passe. Donc, je suis prêt, je suis confiant, let's go, je suis prêt pour l'examen. J'irais peut-être au niveau de la routine là, ou du temps. Moi, le dernier mois, c'est sûr que j'ai augmenté beaucoup là, mon nombre d'heures. Je me gardais les journées de fin de semaine pour clencher des vraies journées d'examen. Donc, souvent, c'est là que je faisais mes mocks, 2 dans la journée ou 1 le matin, puis l'après-midi, je corrige. Mais je pense que c'est vraiment le temps aussi de tourner le couteau dans la plaie. Là. Donc, tous les topics que vous avez ratés à répétition ou les sujets plus précis qui vous font mal, allez-y direct dedans. Puis c'est vraiment là qu'il faut creuser parce que c'est maintenant ou jamais. Là, puis c'est ça. Je pense aussi, un autre élément qui est important, c'est par rapport, quand on fait la correction, des fois, tu lis et tu dis « Ah oui, ben oui, c'est ça, je voulais dire numéro B au lieu de A, c'est ça, je pensais. » Mais vraiment bien comprendre pourquoi vous avez choisi cette réponse-là, parce que c'est facile de dire « Je le comprends ». Des fois, c'est des petits mots dans la phrase qui font que le sens de la phrase est complètement différent. Fait que vraiment s'assurer de bien comprendre où vous aviez des erreurs. On a une autre question par rapport à si vous avez des trucs pour la préparation pour les questions à vignette pour le niveau 2. Je dirais de bien lire, commencer par lire la question, de voir un peu c'est quoi les questions, puis ensuite de lire la vignette au complet, de s'assurer de bien la comprendre. Trop souvent, ça m'est arrivé dans les pratiques, puis ça m'est certainement arrivé dans les examens. C'est soit de lire trop vite, puis de mal comprendre ce qui m'était demandé, ou de manquer certaines informations clés. Il y a beaucoup de détails. Puis tu sais, à force d'en faire, tu réalises que souvent, ce qui arrive, le CFA, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent du détail qui est inutile aussi. Fait que de repérer ça, d'highlighter. Bon, là, l'examen est rendu à l'ordinateur, mais je sais qu'il y a une fonction pour highlighter quand on voit des informations pertinentes juste pour que ça sorte plus vite. Mais c'est vraiment de bien faire attention aux choses parce que c'est très facile de se perdre puis de réaliser que genre, on a perdu notre temps parce qu'on a manqué un détail ou quelque chose comme ça. Fraser aussi donne beaucoup de trucs par rapport à ça, de lire la question, puis ensuite de retourner au texte. Puis souvent, là, le texte, les questions suivent. Là, on retourne la deuxième sous-question, c'est le deuxième paragraphe, puis ça y va. Là, il ne nous mêle pas par rapport à ça, en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir. Là. Ben, comme a dit aussi Gabriel, par rapport à ça, c'est vraiment, tu vas avoir une vignette et puis on fait de l'éthique, il y a des chiffres. Donc si tu commences à lire la vignette et tu te concentres sur les chiffres, tu te rends compte que finalement, ben, ça ne sert à rien du tout. C'est vraiment une question sur de l'éthique. Donc vraiment, lire les questions avant de partir, vraiment, ça aide beaucoup, en fait. Et puis, la différence entre le niveau 1 et le niveau 2, c'est le niveau 1, tu n'as pas de vignette. Donc, c'est sur un sujet en particulier, tu réponds. Avec le niveau 2, avec une vignette, tu peux avoir différents topics sur la même question, en fait. Donc, c'est juste, comme à dire, en regardant les questions avant, tu as déjà à peu près, tu sais, OK, ça va être de l'éthique, ça va être un peu corporate finance, ça te permet un peu de savoir sur quoi focuser, au fait, quand tu vas lire. Et de mon côté aussi, si je peux ajouter, juste quand j'ai fait le practice spécialement, qu'est-ce que je trouvais très facile, c'est juste de faire un petit skim sur les questions, juste pour gauge un peu qu'est-ce que tu peux attendre de la question et après ça, lire le vignette. Parfait, Gabriel. Je vais juste rajouter aussi, il y a une contrainte de temps, puis la contrainte de temps est identifiée dans les questions par rapport au nombre de points. Donc, c'est très important de focuser, de réaliser combien de temps on a à mettre sur chaque, puis d'essayer de respecter ces affaires-là. Parce que si tu as une question à 3 points, puis tu perds 8 minutes, ben après ça, tu te dis, mais je vais essayer de le rattraper plus tard, mais après ça, c'est toutes des questions qui nécessitent plus de temps.
chances are, le temps ne se rattrape jamais. Donc, très important d'identifier combien de points, combien de minutes pour comprendre soit l'effort, puis de réaliser aussi, c'est de lâcher le morceau. Là. Si ça fait X nombre de temps que tu gosses sa question puis tu n'es plus capable, move on. Parce que non, si tu continues à gosser, chances are, tu ne sais pas vraiment c'est quoi. Puis là, tu perds du temps sur peut-être des questions que tu sais. Donc, continuer à focuser là-dessus, ça serait te pénaliser doublement. Donc, c'est très important d'avoir une stratégie comme ça pour attaquer les questions de manière rationnelle puis respecter la contrainte de temps. Par rapport à ça peut être quelque chose de petit. Là, des fois, tu sais que tu savais la formule. Tu es là, je la sais, la formule. Puis là, tu essaies. Puis là, tu calcules. Puis là, ça ne te donne jamais un des choix de réponse. Puis là, tu t'en rends pas compte, puis c'est 2 minutes, 5 minutes, puis tu es rendu à 10 minutes, puis tu n'as pas encore la réponse. Mais tu sais que tu sais la formule. Là, c'est là que tu compétitionnes un peu juste envers toi-même. Puis un peu comme Alexandre disait, c'est un peu self-sabotage. Que là, tu vas te ramasser, que tu vas manquer de temps pour les autres questions. Si je peux me permettre, Sandy, il y a un petit truc aussi que moi, j'avais fait dès le début de mes pratiques là, de mock. Tu inscris le temps que tu commences l'heure. À l'ordi, on a une feuille quand même pour faire des calculs. Donc, inscrivez le début de la question. Puis, comme ça, on est capable d'estimer là, si on a déjà dépassé ou on en est où. C'est facile de perdre le fil du temps, là, surtout en contexte stressant. Oui, très bon conseil, merci beaucoup. On a une question aussi pour un étudiant en bac en finance. Comment bien gérer la transition entre la fin du programme et le CFA? Idéalement, à la fin du programme, quand tu as un bac en finance, c'est peut-être un bon moment pour faire ton CFA niveau 1 parce que la matière est fraîche dans ta tête. Donc, la majorité des topics, tu les as vus durant ton bachelor, à part certains, de la comptabilité, de l'économie. Donc, c'est quand même, moi, je pense que c'est un bon timing pour faire le niveau 1, personnellement. Moi, j'ai fait les deux. Et autre chose aussi, tu ne travailles pas. Parce qu'il y a une autre contrainte. Quand tu commences à travailler à temps plein, versus quand tu es aux études, ça n'a pas le même temps à mettre pour réviser. Ça, il faut penser à ça aussi. Moi, j'ai fait les 2 premiers niveaux au bac. Donc, je commençais à les étudier. Le niveau 1, il y a un cours préparatoire, la dernière session à l'hiver, puis je passais les examens en juin. Là, il y a plusieurs dates maintenant. Là. Avant, c'était seulement une fois par année. Mais même chose, le 2, là, je m'arrangeais pour étudier tout de suite après la fin de la session, commencer un peu durant la session d'hiver, puis passer les niveaux là, au début de l'été. Moi, je pense que pour aller dans le même sens, le bac en finance prépare très bien pour le level 1. Moi, je l'ai fait direct après. J'ai gradué, je pense, en décembre, puis je passais l'examen en décembre d'après. Mais il n'y avait pas de surprise. C'était toutes des affaires que j'avais plus ou moins vues, que je maîtrisais bien. Mes cours de comptabilité m'avaient très bien préparé. Fait que je pense que le plus tôt, le mieux. Puis si je peux donner un conseil, je ne sais pas c'est quoi le profil des gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais quand tu commences ta carrière, tu es junior, tu as moins de responsabilités. C'est le temps tu n'as pas nécessairement encore de famille. C'est le temps d'entamer le CFA puis le faire. Parce qu'à mesure qu'on va progresser, que tu progresses dans le travail, tu gagnes en responsabilité. Plus de responsabilité, c'est plus d'heures au travail, c'est plus d'enjeux, c'est moins de temps à consacrer. Donc, le plus tôt on peut le faire, le mieux. Je pense qu'Alexandra, qui a fait 2 levels avant même de graduer, c'est le best parce qu'après ça, il te reste le 3, puis tu es encore probablement un analyste junior sur le marché du travail. Donc, c'est assez bien. Mais quand tu es rendu quasiment à un niveau de directeur, parce que là, tu gères soit du monde, puis que tu as peut-être une famille, ça devient très, très difficile, puis des fois même impossible pour certains de le faire. Donc, le plus tôt, le mieux, je dirais. Puis aussi, je pense que notre cerveau est encore frais. Il est encore dans un mindset qu'on étudie, qu'on a des examens, qu'on étudie, qu'on a des examens. Fait que je pense que c'est encore plus facile après le bureau de revenir le soir quand on est encore ou après l'école de continuer à étudier. Le cerveau est dans ce rythme-là. Alors, ça l'aide beaucoup à pouvoir se concentrer puis faire l'examen, le niveau 1. Je vous dirais que la plus grande surprise pour moi pour le niveau 1, c'est plus la rapidité de l'examen. Tu as beaucoup de questions, puis tu n'as pas beaucoup de temps, fait qu'il faut que tu lis la question, tu prends ta décision. Tu lis la question, tu fais ton choix de réponse, etc. Tu continues. Ce n'est pas nécessairement le contenu qui est difficile pour le niveau 1. Une des questions qu'on avait eues, qui vient juste de toucher ce qu'Alexandra parlait par rapport à utiliser un cours à l'université pour le CFA. Est-ce que tu pourrais peut-être donner les avantages, Alexandra, que tu trouves que ça t'a apporté d'utiliser ces cours universitaires-là pour la préparation?
C'est sûr que nous, à Laval, il y en a un pour chaque niveau. Je vous dirais que celui que je trouve qui est vraiment pertinent, c'est le premier niveau séminaire. C'est une économie de temps incroyable. Donc, toute la matière est vue pendant ce cours-là. On peut le prendre à l'hiver puis tout de suite passer l'examen. Moi, ça m'a fait sauver des mois d'études. J'ai seulement fait le cours pour le niveau 1 puis un mois et demi d'études que j'avais après la session, puis j'étais très prête pour l'examen. L'autre chose, c'est que c'est le premier niveau, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc les professeurs peuvent donner aussi beaucoup de cues, puis on rencontre des gens comme nous qui commencent le processus. Donc ça peut aider aussi à se bâtir un network qui peut nous aider puis nous soutenir par la suite. Donc moi, je le conseille à 100 000 $. Parfait. On a une question ici par rapport à l'utilisation de la machine à calculer. Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce qu'il y a des vidéos pour aider les candidats? Dans le fond, pour utiliser votre calculatrice en ligne. Moi, je fouillais sur Internet, puis Reddit ou plusieurs forums peuvent expliquer là, certains shortcuts ou certaines fonctions. Et c'est sûr que si tu maîtrises la calculatrice, ça aide beaucoup, au fait, pour de vrai. Il y a beaucoup de shortcuts qui t'aident vraiment à ne pas avoir à recopier, à pouvoir mettre en mémoire. C'est vraiment c'est important. Ça prend peut-être 1 heure, 2 heures, comme tu dis, de recherche et tout, mais c'est 2 heures qui sont bien investies après quand tu vas faire tes mocks et tu vas travailler, ça aide beaucoup, au fait. Ouais, Si je peux ajouter. Vas-y, vas-y. vas-y. Non, juste, c'est comme Alexandre a dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Je pense que maintenant, tu peux trouver beaucoup de choses pour être bien préparé, pour maîtriser le calculatrice. Ouais, moi, j'allais juste rajouter que je pense que c'est peut-être utile de le faire au début, avant même de commencer son premier, de commencer l'étude. Comme ça, après ça, tu peux appliquer tout ce que tu as appris dans toutes les pratiques que tu fais, que ce soit dans les end of chapter questions, dans toutes ces affaires-là. Donc, par le temps que tu arrives à l'examen, tu es déjà très habile sur ta calculatrice, tu as même trouvé des nouvelles façons de faire que tu ne savais peut-être pas, alors que peut-être que l'apprendre 2 semaines avant l'examen, tu n'auras pas nécessairement la même maîtrise. Donc, je pense encore là, le plus tôt, le mieux pour que ça devienne plus fluide. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait pendant votre parcours que vous pourriez partager aux gens aujourd'hui que vous faites une perte de temps? Pour vous, en tout cas, c'était une perte de temps de passer trop de temps sur un sujet ou quelque chose qui pourrait peut-être aider les candidats présents avec nous? Je peux peut-être y aller. Moi, ça a vraiment été de trop passer de temps à lire. Surtout le niveau 1 et 2, je m'entêtais à avoir 2-3 lectures avant de vraiment seulement me concentrer sur les exercices. Puis pour moi, j'ai perdu trop de temps. Une lecture était suffisante, tout de suite sauter sur les exercices, puis ensuite aller lire seulement qu'est-ce que j'avais besoin d'assimiler. Mais vraiment faire attention, surtout si on est quelqu'un qui apprend en pratiquant. Même au fait, si tu travailles avec le CFA Book, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière. Et comme a dit Alexandra, si tu passes ton temps à vouloir te concentrer à tout comprendre, il y a beaucoup de vignettes et tout, tu ne rentres pas dans les exercices, dans le pratique, ça ne sert à rien du tout. Et comme a dit Alexandro aussi, c'est bien, moi je pense personnellement d'identifier vraiment c'est quoi les weights au fait. Comptabilité, le niveau 1, c'est très important. Donc, il faut mettre l'énergie sur comptabilité. Il ne faut pas faire l'erreur de vouloir maîtriser tous les topics au même niveau parce que ça ne va pas être le même niveau de points. Donc, comptabilité, c'est que c'est important. Tu vas mettre plus de temps dans comptabilité. Alternative investment, niveau 1, à mon époque, c'était peut-être 5 à 10%. Donc, et c'est évident, tu dois mettre 3 fois plus de temps dans comptabilité que alternative. Même si alternative, tu as beaucoup d'alternatives à regarder. Au niveau 1, tu as peut-être avoir quoi? 2-3 questions versus comptabilité. Donc, il faut vraiment faire gager qu'est-ce qui en vaut la peine. Je pense que je vais dans le même sens. Lire tous les livres du CFA de A à Z, pour moi, ça a été une perte de temps quand j'ai essayé de le faire. Trop souvent, ils t'expliquent plein d'affaires qui ne sont absolument pas nécessaires, que ce soit la théorie du philosophe qui a pensé à cela, mais dans le fond, ça finit 2 pages d'explication par dire « Ouais, mais c'était pas bon, fait que tel autre gars a pensé à ça, puis là, ça a amené ça. » Dans le fond, le bottom line, c'est ça. Je pense que la façon de bien utiliser les livres de CFA, c'est à titre de référence pour aller un peu plus loin. Donc, dans mon cas, c'est-à-dire, j'écoute les vidéos qui sont plusieurs heures de Mark Meldrum, puis des fois, je trouve qu'il manque une affaire. OK, je vais lire le passage dans le CFA auquel ça fait référence. Là, je les lis toutes, puis là, je comprends mieux. Mais de faire chacun des readings au complet, c'est très long, puis je pense que la valeur ajoutée, c'est pas la meilleure façon d'investir son temps.
le choisir, c'est ça l'avantage pour certains levels, c'est qu'il est déjà résumé de ça, fait qu'il coupe tous ces passages-là. Cependant, des fois, le choisir est passé, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas le cas. Puis des fois, il faut aller faire référence au livre du CFA. Fait que c'est vraiment d'apprendre à utiliser les livres du CFA Institute comme une référence et non comme quelque chose qu'il faut que je lise tous les mots. Parfait. On a une question par rapport à la plupart du monde qui sont à l'université, quand ils écrivent les examens, c'est tous en papier. Alors là, maintenant, le CFA s'est rendu à l'ordinateur. Comment suggérez-vous, avez-vous des trucs, des conseils ici pour aider à faire des pratiques pour se donner un peu plus d'expérience à comment écrire l'examen en format avec un ordinateur? Je peux peut-être y aller. Moi, je pratiquais, j'ouvrais un fichier Word puis je tapais. Choisir, on va faire des examens sur le même logiciel que le réel. Là. Donc, c'est sûr que dans le dernier mois, là, je me pratiquais sur ça. Mais vraiment, là, je pense que ça vaut de l'or de se mettre dans le même contexte que l'examen. Donc, plus possible, pratiquer à l'ordinateur versus sur papier. Je suis d'accord avec Alexandra, c'est sûr et certain que nous, on a eu je pense qu'on a eu la transition entre version papier et ordinateur. Donc, quand on préparait, moi je préparais, donc j'écrivais donc les essais à la main et puis tu peux même faire des graphiques, ce genre de choses. Mais version papier, version ordinateur, tu n'as pas cette option. Donc, il faut vraiment savoir comment écrire, te mettre dans la situation. Et comme on dit, c'est vraiment important de te mettre en mode examen. Moi, quand je faisais mes examens, le mock, j'avais mon masque. Je savais que je devais mettre le masque, j'avais un masque. J'essaie de mettre aux mêmes heures à laquelle je vais passer l'examen pour vraiment, comme a dit Gabriel, limiter l'inconnu, au fait. Donc, tu mets vraiment dans les conditions, c'est-à-dire le masque. Je me suis mis, OK, je sais que j'allais boire un café à telle heure, ben, je me levais à telle heure. Vraiment comme si je passais l'examen, en fait. Comme ça, le jour de l'examen, s'il y a un imprévu, tu vas être moins stressé. C'est ça. Ça va devenir comme une nature, toutes les autres choses. Alors, il y a seulement l'imprévu à gérer. On a une question ici, super intéressante de Guillaume. Si on est une personne qui n'est pas nécessairement avec un profil mathématique, comment trouvez-vous ça, passer l'examen 1, 2, 3? Est-ce que c'était vraiment difficile? Est-ce qu'il y a plus d'heures à passer? Quel conseil vous lui donneriez? Je dirais qu'au niveau mathématique, ça reste simple. C'est des calculs excessivement basiques. C'est sûr que, I guess, les plus difficiles, ça va être sûr où est-ce que tu as du discounted cash flow, tout ça. Mais tu sais, ta calculatrice, il y a des tutorials, il te le montre comment les calculer, il t'explique le mécanisme. Donc, je pense que c'est important de les comprendre, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font le CFA et qui sont, je ne veux pas dire pourris en maths, mais qui ne sont pas si bons que ça avec les numbers. Puis la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde qui travaille dans le domaine utilise des tableurs Excel qui font toute la job pour toi. Donc, je ne crois pas que c'est une barrière à l'entrée. Il y a énormément de qualitatifs aussi dans l'examen. Il y a des levels qui sont plus quantitatifs que d'autres, notamment le 2, mais je pense que c'est très facile de passer au travers, peut-être en mettant un peu de bouchée double pour rattraper la lacune qu'on a, mais je ne crois pas que ça devrait être quelque chose qui devrait t'arrêter de le faire. Et puis, Oui. au niveau 2, qui est plus, on va dire, quantitatif, comme a dit Gabriel, c'est pas les calculs, c'est vraiment comprendre la formule, au fait. C'est bien comprendre, OK, dans une formule pour calculer le prix d'une action, d'une obligation, OK, c'est quoi le numérateur et le dénominateur, qu'est-ce qu'on fait, au fait? C'est vraiment comprendre le concept qui va être un peu plus compliqué, je dirais qui est plus compliqué. C'est pas vraiment, ou bien, je sais aussi, bootstrapping aussi, donc la même chose, c'est vraiment le concept. C'est pas vraiment le calcul, c'est vraiment le concept, bien comprendre, en fait, ce que tu fais, au fait. Parfait. Merci beaucoup à vous quatre. Je vois qu'il y a des questions qui continuent d'entrer. Malheureusement, on est déjà à la fin du webinaire. Alors, un gros merci à nos panélistes pour vos conseils aujourd'hui. J'espère vraiment que ça l'aide nos candidats. Et un gros merci aussi à nos candidats. Vous êtes plus de 200 personnes aujourd'hui d'être avec nous. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos questions, interrogations. Si jamais non, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à CFA Montréal. On va vraiment faire notre possible pour vous aider, vous supporter dans ce marathon d'études que vous faites. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier nos commanditaires et CFA Québec. Un gros merci à Alexandra d'être venue nous joindre avec CFA Montréal. Je suis bien contente que cet événement-là a été capable de rassembler
Assemblée CFA Québec et CFA Montréal. Et j'inviterai aussi les participants à consulter notre site Internet pour notre calendrier événementiel. À noter que notre prochain événement sera le 22 février 2022, qui sera la journée découverte Carrière en finance. C'est des tables rondes virtuelles pour discuter avec des CFA de leur parcours professionnel. Les places sont limitées, alors je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible. Nous espérons vraiment que ce webinaire a été bénéfique et merci de prendre le temps de répondre au petit sondage qui vous sera envoyé sous peu. Aussi, pour nos candidats, vous allez avoir un autre courriel qu'on vous envoie avec des outils supplémentaires pour votre étude. Alors, restez à l'affût. Et je vous souhaite, de la part de CFA Montréal et de moi-même, je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos études et vos examens. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore à tout le monde d'avoir pris le temps ce midi d'être avec nous. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. We hope that this event was really helpful, and please take some time to give us feedback, and we wish you good luck for your exam. Thank you very much, everyone. À la prochaine. Merci beaucoup.